Bienvenue à toutes et à tous dans ce deuxième numéro du courrier diplomatique du Dessous des mondes. Alors on a bien reçu vos retours sur l'émission précédente. Comme dirait Georges Marchais, le bilan est globalement positif. Quand j'entends parler de bilan positif, je ne peux m'empêcher de penser à quel prix. Cependant, il y a pas mal de gens qui ont pas trop aimé le fond qui est derrière moi, soi-disant qu'il ferait trop années 80. Vous voulez peut-être un fond plus années 90 ? Non ? Bon, on va partir sur une carte du monde alors, j'espère que ça ira mieux. Et certaines personnes m'ont aussi demandé de pouvoir approfondir les sujets que je traite, et c'est tout à fait normal, donc on mettra pour vous les sources que j'ai utilisées pour écrire la vidéo en description à partir de maintenant. Allez, on y va pour l'épisode 2 de CDDM. Il y a un pays qui fait un peu parler de lui depuis quelques années. Il a eu droit à son documentaire Arte, à une vidéo du journal 20 minutes, une autre de Brut, ou encore un reportage de TF1. Ce pays, c'est le Salvador. Le Salvador, c'est juste ici, en Amérique centrale. Le pays partage des frontières terrestres avec le Guatemala et le Honduras. Peuplé de 6,5 millions d'habitants, c'est le plus petit état de la région, avec une superficie d'un peu plus de 20 000 km². Ça fait 2 Gironde en gros, 4 Lozère si vous préférez. Ou 200 fois le canton de Luzarches dans le Val d'Oise. Territoire mi-urbain, mi-rural, le canton de Luzarches compte 36 000 habitants sur une superficie de près de 100 km². Alors pourquoi on se met à parler du Salvador ? Jusqu'à récemment, le pays était surtout connu pour être un des États les plus violents au monde, avec un des taux d'homicide les plus élevés de la planète. Ces violences sont principalement dues à des gangs, les maras. Le gang du barrio 18 venait ici pour tuer et gagner du territoire. Ils nous disaient qu'ils étaient là pour nous protéger. Mais en réalité, ils venaient pour nous racketter, nous voler et mettre les gens dehors. La vie ici était dure. Beaucoup d'amis avec qui j'ai grandi ont été tués. Mais aujourd'hui, cette ultra-violence semble appartenir au passé. Et si l'on en croit les reportages, c'est grâce à la politique menée par l'homme qui dirige le pays depuis le 1er juin 2019, Nayib Bukele. Llevamos 8 meses en esta guerra contra las pandillas. 8 meses. Y gracias a Dios, la estamos ganando. Issu de la gauche et un temps maire de San Salvador, la capitale, Nayib Bukele a fini par créer son propre parti et a été élu en s'alliant avec la droite, avec la promesse d'en finir avec la corruption. Bukele, il est jeune et il est cool. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de lui, c'était en 2021 parce qu'il voulait construire une ville consacrée au Bitcoin qui alimenterait le minage de la crypto-monnaie par l'énergie géothermique issue d'un volcan voisin. Alors, on dirait un plan de méchant de James Bond. Mais c'est vrai. So, at the beginning, we will power the city with the old volcano and power plant, but then we will build a new one right next to the city. And the volcano will power the whole city and will also power the mining. Il a même fait du Bitcoin une monnaie officielle du pays. Mais il n'est pas vraiment utilisé par les Salvadoriens et ça plaît plutôt à des touristes occidentaux fans d'Elon Musk. Non, si Bukele est populaire dans son pays, c'est pour la guerre qu'il mène contre les gangs. Dans un premier temps, Nayib Bukele tente de pactiser avec les gangs, sans succès. En mars 2022, il proclame l'état d'exception et se lance dans une guerre totale contre les groupes criminels, désignés comme des terroristes. Le maintien de l'ordre est militarisé et la violence d'État se déchaîne. Les zones contrôlées par les pandillas sont investies par les blindés avec des militaires qui ont le droit de tirer, de fouiller les véhicules et même les maisons. L'état d'exception est toujours en cours. Au total, le président salvadorien aurait fait arrêter 75 000 personnes. En quelques années, on est passé du pays avec le plus haut taux d'homicide au monde au pays avec le plus de gens en prison rapportés à la population. En février 2023, Nayib Bukele inaugure en grande pompe une méga prison pour gangsters pouvant enfermer jusqu'à 40 000 personnes dans des cellules collectives. C'est la plus grande prison du continent américain. Sur ces images tournées par les équipes gouvernementales, les mareros sont attachés, alignés et mélangés. Cette prison, baptisée Centre de confinement du terrorisme, est située à 1 heure de la capitale.
Dans cette méga-prison, les détenus sont gardés à 40 par cellule, sans matelas, et ils ont le droit à seulement 50 minutes d'activité physique par jour, en intérieur. Aujourd'hui, au Salvador, le taux de violence a énormément baissé. On est passé de plus de 38 homicides pour 100 000 habitants en 2019 à 2,4 en 2023, selon les chiffres de la police salvadorienne. Alors évidemment, vous les connaissez, les ONG gauchistes vont se plaindre de violations des droits humains. Amnesty International, Human Rights Watch et des ONG locales dénoncent des arrestations arbitraires, des cas de torture et de mauvais traitements, des conditions inhumaines d'incarcération, l'arrêt des traitements médicaux des détenus malades et des décès. À ce jour, nous avons comptabilisé 69 morts en prison, certains avec des traces de coups, de tortures, d'exécutions extrajudiciaires ou de négligence médicale, précise Abraham Abrego, responsable du programme de litige stratégique de l'organisation Cristosal. Mais peu importe. La sécurité de la population est assurée et Bukele jouit d'une cote de popularité à plus de 80%. Il suffit d'aller dans le plus grand marché de la capitale pour s'en rendre compte. Tablier, tirelire, chapeau, bracelet, tasse. Il n'y a pas un seul stand qui n'a pas un produit dérivé à l'effigie du président Bukele. C'est légèrement plus que celle de Macron. Très légèrement. Bukele est populaire alors qu'il a très tôt entamé une dérive autoritaire dans sa façon d'exercer le pouvoir. Dès son investiture, M. Bukele licencie via Twitter les fonctionnaires proches du FMLN. Puis, le 8 février 2020, il fait irruption dans l'Assemblée législative, escorté par la police et des militaires, pour forcer les élus d'opposition, encore majoritaires, à approuver un emprunt de 109 millions de dollars pour financer son programme sécuritaire. Peu importe aussi que Bukele se soit représenté à la présidence de la République en contournant la constitution salvadorienne qui interdit d'effectuer 2 mandats de suite. Celui qui se qualifie lui-même de dictateur le plus cool du monde a été réélu triomphalement le 4 février dernier. C'est plus que Chirac. Jacques Chirac est élu président de la République avec 82,1% des voix. Cette politique de Bukele que Romaric Godin décrit dans Mediapart comme étant au carrefour du libertarianisme et d'une politique ultra-répressive fait des émules dans toute l'Amérique latine. Le pays voisin, le Honduras, pourtant dirigé par une présidente de gauche, a mis en place un état d'urgence sur le modèle salvadorien. Dans les médias, on parle de politique calquée sur le modèle Bukele. En Équateur, un pays qui était aussi autrefois paisible mais confronté depuis plusieurs années à la violence des gangs, le président Noboa s'inspire là aussi de Bukele. Et évidemment, il y en a un autre qui est très inspiré par l'expérience salvadorienne, c'est le président argentin, Javier Milei, dont on vous a déjà parlé sur Blast. La ministre de la Sécurité argentine, Patricia Bullrich, a affirmé qu'elle était intéressée d'adapter le modèle Bukele selon des propos rapportés par le Buenos Aires Times. Et dans les commentaires en ligne aussi, certains sont très pressés d'adopter ce modèle. J'espère sincèrement qu'un leader engagé comme lui pourra un jour arriver au pouvoir au Mexique. Nous avons besoin de quelqu'un comme lui en Haïti. Au moins, nous pourrions retourner chez nous, enfin. Bukele, président de la France. Je vote pour lui. Quand est-ce qu'on fait la même chose en France ? Ce président est très efficace. Vivement qu'on fasse ça en France. Alors ce qui est amusant, c'est que le taux d'homicide français, il est toujours en dessous de celui du Salvador. 1,4 morts pour 100 000 habitants chez nous, contre 2,4 chez eux. Mais le dites pas à Pascal Praud. Mais c'est insupportable, enfin, votre attitude. Mais enfin, ça va pas. Mais c'est vrai, la criminalité a énormément diminué au Salvador. Au prix de multiples violations des droits de l'homme, au prix de la disparition des contre-pouvoirs institutionnels, certes, mais elle a diminué. Mais est-ce que c'est vraiment grâce à Bukele tout ça ? Le sujet de Brut pose une très bonne question. Il faudra quand même là aussi peut-être trouver un jour la vraie question. C'est peut-être non pas qu'est-ce qu'on fait des Maderos, mais pourquoi il y en a. Bah oui, ils viennent d'où ces gangs à la base ? Pourquoi il y en a autant ? L'histoire du Salvador ressemble à celle de beaucoup de pays d'Amérique latine. Une dictature militaire y est en place entre 1931 et 1979. À partir de cette année-là, le pays sombre dans une guerre civile qui oppose une guérilla marxiste au gouvernement, soutenue par l'armée et des mouvements d'extrême droite. Dans les années 70 et 80, de nombreux Salvadoriens fuient la guerre civile et émigrent aux États-Unis. Certains jeunes qui grandissent sur place forment de petits groupes d'autodéfense et de délinquants. Peu à peu, ces petits groupes s'organisent, se radicalisent et deviennent de véritables bandes criminelles. Braquages, enlèvements, trafic de drogue et meurtres, les Maras finissent par faire la loi dans certaines rues de Los Angeles. Dans les années 80, les Américains sont saoulés par ces gangs et ils expulsent massivement les criminels salvadoriens qui retournent dans leur pays. Les États-Unis font comme si les gangs sortaient de nulle part alors qu'ils ont financé les militaires salvadoriens. Ils ont financé leurs supplétifs d'extrême droite jusque dans les années 90. Ils ont participé à prolonger la guerre civile. Mais bon, ils sont comme ça. Ils sont un peu taquins, les ricains.
Les membres des gangs expulsés et rentrés au Salvador ont maintenu des liens avec les États-Unis, évidemment. Alors ces liens, ils leur permettent plus facilement d'organiser le trafic de drogue, d'autant plus que le Salvador, c'est idéalement situé sur la route entre la Colombie qui produit de la drogue et les États-Unis qui la consomment. J'ai l'impression que les États-Unis, ça revient souvent quand il s'agit de parler des problèmes du Salvador. Et on touche peut-être là à un premier problème de la politique de Bukele. Cette politique n'arrêtera pas le trafic de drogue en Amérique latine, parce qu'il y aura du trafic tant que la drogue sera illégale et qu'il y aura des gens pour l'acheter. Je vous parlais plutôt des pays d'Amérique du Sud et centrale qui s'inspirent de la politique de Bukele. Mais on peut d'ores et déjà voir qu'elle n'est pas reproductible partout, et ça pour plusieurs raisons. Déjà, comme relève Romaric Godin dans Mediapart, le Salvador, il peut être contourné pour acheminer de la drogue vers les États-Unis. C'est pas le cas d'un pays comme le Honduras, qui a aussi appliqué une politique répressive avec beaucoup moins de succès pour l'instant. Par ailleurs, la police hondurienne est beaucoup plus gangrénée de l'intérieur par les groupes armés que son équivalent salvadorien. Et puis le boukelisme, comme toute politique sécuritaire, c'est une politique de court terme. Rien ne dit que la violence ne ressurgira pas tant que les problèmes sociaux du pays n'auront pas été résolus. Comme le relève le Monde diplomatique, hormis la réduction comptable de la violence, M. Bukele n'a pas résolu les principaux problèmes du pays. Le Salvador affichera le taux de croissance le plus bas d'Amérique centrale en 2023, 1,6%. En outre, la pauvreté extrême a grimpé de 4,6 à 7,8% entre 2019 et 2021, et la moitié de la population ne mange pas à sa faim. Et on peut même aller plus loin. Cette réduction de la violence qui est bien réelle, elle avait déjà commencé avant l'élection de Bukele en 2019. Ça, c'est ce que montre ce graphique. Alors c'est un vrai graphique, je l'ai trouvé sur le site de la police salvadorienne. La baisse de la violence n'est peut-être pas seulement due à la politique carcérale de Bukele, mais aussi à la corruption toujours importante dans le pays. Le média salvadorien El Faro révélait le 26 janvier dernier que l'administration du président Bukele avait l'intention de payer $1 million à un gang pour capturer le leader d'une bande rivale qui s'était échappé de prison. L'idée était de le ramener au Salvador avant l'élection présidentielle. Est-ce que, comme le dit la fausse citation de Benjamin Franklin qui tourne sur Facebook depuis 2009, un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux ? J'en sais rien. Je pense surtout que les Salvadoriens méritent de souffler après des années de violence. Et oui, la popularité de Bukele est compréhensible. Elle est compréhensible, mais elle est inquiétante. Elle est inquiétante parce qu'entre le bitcoin, le tout carcéral et les violations des droits humains, ce que Bukele représente surtout et avant tout, c'est cette émulation entre dérives fascistes et idées libertariennes qui revient en force en ce moment, que ce soit en Argentine ou aux États-Unis avec Donald Trump. Mais pendant ce temps, la dérive du régime vers une forme de plus en plus autoritaire, acceptée par le plus grand nombre, se poursuit. Et les premières victimes, ce seront toujours les classes populaires. Je vous propose de conclure par ces mots de Jorge Cuellar dans El Faro. On observe notamment le déplacement forcé, l'emprisonnement et le harcèlement des vendeurs à la sauvette du centre de San Salvador, des petits fermiers et pêcheurs de Tecoluca à Espiritu Santo, ou l'intimidation quotidienne des défenseurs de l'environnement et de l'eau de Cabanas, qui ont été les premiers à être sacrifiés au nom de l'intérêt supérieur de la nation de Bukele. Et il y en aura d'autres. Merci d'avoir suivi ce deuxième épisode de CDDM. Comme d'habitude, n'hésitez pas si vous avez des suggestions. Et puis nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode qui sera consacré à un autre pays. Et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de continuer à soutenir Blast en faisant des dons. On en a vraiment besoin, c'est comme ça qu'on peut faire notre travail. Merci. Et n'oubliez pas, si l'actualité nationale c'est déprimant, l'international sera le genre humain. À dans 15 jours.